Salut tout le monde, c'est Ginji. On se retrouve pour un Ginji DR lié à Mutant Masterminds. Donc, il y a un joueur actif de ma table qui a posé la question où est-ce qu'on pourrait trouver les sbires dans la gamme de Mutant Masterminds, puisqu'il compte peut-être le masteriser à un moment. Et donc, je lui ai dit, malheureusement, puisque c'est le cas, s'il y a bien un problème avec la gamme de Mutant Masterminds actuelle, c'est qu'il y a très très peu de sbires. Alors oui, on peut voir des sbires avec des super méchants. Donc, rapport de menace, le mot, je donne le nom en français, rapport de menace et Rogue Gallery sont probablement les deux livres qui vont vous donner des informations. Donc, rapport de menace, c'est sur les monstres, les personnages, les ennemis majeurs, donc les vilains majeurs. Je rappelle que Mutant Masterminds est un jeu de rôle sur les super-héros. Et pour les seconds couteaux, les personnages tertiaires, méchants, là, on est sur Rogue Gallery. Donc, les deux livres sont plus ou moins importants. Et pour quelques exemples et échantillons de sbires, il y a le livre du maître de jeu. Mais il faut savoir que c'est une grosse faiblesse de Mutant Mastermind, c'est l'absence de sbires, alors que les sbires, c'est tellement un truc génial dans Mutant Mastermind, comment c'est géré, comment c'est abordé aussi, et puis j'aime beaucoup le fait que le sbire, en fait, il a le potentiel à la fois d'être quelque chose de faible, de minable ou ce genre de choses-là, et en même temps d'avoir le potentiel également de pouvoir être quelque chose de grandiose le temps d'un instant. D'ailleurs, je vais vous donner un petit, ça c'est mon petit spécial, mon petit truc gratuit, c'est pour moi quand un sbire arrive à mettre hors d'état de nuire un héros ou un adversaire, il n'est plus un sbire, il est considéré comme un vrai personnage. Donc là, la vidéo est dédiée à ce joueur qui avait besoin de conseils, vu qu'il y a des idées pour les plots, les menaces, les ennemis, ce genre de choses sur le livre du maître de jeu, et je me suis dit que ça serait bien de synthétiser et d'arriver à l'essentiel pour pouvoir aider, puisque moi je fais des persos de tête, il y a même des fois où je les note plus, donc on va commencer tout doucement. Déjà il y aura 11 conseils, 5 en général, 5 dédiés aux sbires, puisqu'on ne va pas que parler des sbires. Et pour finir, on va parler des livres indispensables pour pouvoir créer son sbire avec pas mal d'outils. Bien, alors on va commencer. Je regarde sur les côtés, c'est parce que j'ai mon texte. Donc déjà, le premier conseil, et le premier conseil général, et qui est sans doute la plus grande erreur qu'on pourrait faire, c'est quand vous voulez créer un personnage, ne commencez pas par les caractéristiques. Alors je vais expliquer rapidement pourquoi. Alors, il n'y a qu'un seul sens de lecture pour un livre, ou plus ou moins, en fait, les sections sont disposées dans un certain ordre. Et dans le jeu de rôle, mais aussi dans la notion de mise en page, puisque j'ai étudié la mise en page pendant quelques années, il faut vous dire que quand vous finissez par aborder une section, l'ordre des sections et de ce que vous avez envie de présenter ou de vous devez présenter va montrer une certaine pertinence, mais aussi finalement des notions qui seront faciles à assimiler, puis profondément, soit ça va créer un saut de section donc dédié à quelqu'un d'autre, ce qui est le cas pour la section du joueur puis du maître de jeu dans un livre, et à ce moment-là, on retourne sur cette notion où on va faire du plus simple au plus compliqué. Le truc avec la création de personnage, c'est que tu peux le faire dans le désordre, et il est même conseillé de le faire dans le désordre. Sauf qu'un des premiers trucs qui arrive, vérification clé en main, voilà, je ne vais pas vous balancer le truc, mais la première section à la création de personnage, c'est le chapitre des caractéristiques. Et c'est sans doute la pire erreur que vous pourriez faire, c'est de commencer par les caractéristiques. Alors je vais quand même essayer d'expliquer pourquoi. Alors dans les jeux de rôle, commencer par la section caractéristique est quelque chose de normal. Mutant Mastermind est un jeu de rôle qui est orienté, qui est en fait un dérivé de l'Open Game License, et du coup il a cet héritage d'avoir des caractéristiques. En plus de cela, ils ont eu l'avantage, c'est qu'ils ont viré le chiffre caractéristique et ils ont juste gardé les modificateurs. Ce qui fluidifie le jeu et qui le rend en fait très génial. Un des aspects en tout cas. Le problème, c'est que les caractéristiques, elles sont plutôt circonstancielles. Elles ont des fonctions à eux seules. Et il y a deux types de caractéristiques. Les caractéristiques principales et les caractéristiques de défense. Ce qu'on appellerait en théorie sauvegarde dans les Open Game License.
Commencer avec les caractéristiques, c'est faire une immense erreur, puisqu'elles ont un coût qui est plutôt élevé, je trouve. Donc c'est 2 points de pouvoir pour monter une caractéristique de 1 point. Et en plus, elles sont, comme je l'ai dit avant, circonstancielles. Ça veut dire que c'est vraiment, par exemple, quand vous allez appliquer les compétences, vous allez mettre le bonus de caractéristique. Et quand vous n'avez pas une compétence associée, ben, c'est le score de caractéristique qui va être pris en compte. Donc on est sur quelque chose qui normalement est essentiel dans la plupart des jeux, mais qui dans ce cas de figure ben, est quelque chose de secondaire. Pourtant il est présenté dans la première section. Et si j'ai fait une erreur similaire, c'est-à-dire commencer par les caractéristiques, je me suis rendu compte que le système de distribution de points, puisque en fait 15 points de pouvoir c'est un niveau, ben ça finit par perturber le personnage. Sauf que les caractéristiques sont graduées de 1 à 20, théoriquement, et chaque caractéristique investie fait état d'une approche qui est, comment dire ça, une approche qui est en fait de graduer une performance du personnage. Sauf que dans Mutant Mastermind, la valeur de performance, à la différence de certains autres jeux, ce n'est pas les caractéristiques, mais pas mal d'autres choses, et celle-là vient combler. Commencer par les caractéristiques sont enfin, c'est probablement la pire erreur que de commencer par les caractéristiques. Mais on va voir quand même qu'est-ce que ça voudra dire dans les conseils suivants. Donc le conseil numéro 2, les gens normaux sont liés aux compétences et les autres au pouvoir. Alors la règle dans Mutant Mastermind, c'est que si on vous considère comme quelque chose de paranormal, un mutant, un alien, voilà, une créature d'un autre plan, ce genre de choses-là, ou quelqu'un avec des pouvoirs, que si vous avez des pouvoirs qui viennent de votre section pouvoir et qui sont affichés à l'intérieur. Exception faite de, me semble-t-il, même les compétences renforcées sont, puisqu'il y a les compétences, il y a le pouvoir compétences renforcées, même les compétences renforcées font état de pouvoir, le seul pouvoir qui fait que votre personnage n'est pas un mutant, c'est tous les pouvoirs qui sont basés sur la chance, si je me souviens de ce qui avait été dit. Donc il y a aussi cette notion de caractéristique renforcée, je vous explique. En fait, prenons un exemple, vous avez un bonus de force. Vous avez décidé de mettre 2 en force. Si vous avez décidé de mettre 2 en force, ben, ça veut dire que si jamais on vous fait une affliction de force, vous tombez à -5 et donc du coup il ne vous reste plus de force. Sauf que quand vous avez force renforcée et c'est dans votre section pouvoir, quand on va jeter cette affliction sur vous, la section où en fait dans les pouvoirs vous avez cette force renforcée n'est pas affectée par ce pouvoir. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc du coup en fait, mettre dans la section pouvoir permet de fiabiliser le personnage, c'est-à-dire que on est dans une force surnaturelle qui va s'additionner à la force que vous avez. D'où le fait que si par exemple vous faites une fiche, c'est très bien en fait de mettre le score, de faire une barre et ensuite de mettre le score qui est ajouté grâce au pouvoir. Et le truc, c'est que quand tu sais ça, les gens normaux sont attachés aux compétences et les autres au pouvoir. Le niveau, en fait, les points de pouvoir servent pour tout. Ils servent pour les caractéristiques de défense ou de performance, pour les compétences, pour les avantages, pour les pouvoirs, pour les équipements, même pour le QG à la limite, même s'il y a des options dans d'autres suppléments pour améliorer le QG. Donc à partir de ce moment-là, en fait, vous allez avoir une idée de personnage. Quand vous créez votre personnage, si votre personnage est un super-héros qui possède des pouvoirs ou qui fait partie d'une autre espèce ou qui en fait va développer des pouvoirs spéciaux, de l'équipement spécial, vous devez vous charger en priorité de la section pouvoir. Quand vous créez un personnage qui a des pouvoirs, il faut commencer à la création par la section pouvoir et pas un autre. Évidemment, les personnages qui ont des pouvoirs peuvent aussi avoir des compétences. Mais les compétences vont venir en fait renforcer, compléter ce qui est déjà établi dans ce que vous semble vous trouver impératif dans votre personnage. Donc par exemple, si vous avez un personnage qui jongle très très bien entre sa vie de super-héros et sa vie civile,
Ben, en fait, faire un équilibre entre les pouvoirs et les compétences est un très bon choix. Et c'est même ce que je conseille pour débuter un héros de Mutant and Masterminds. D'autant plus que commencer au niveau 1, c'est quasi pas possible dans Mutant and Masterminds. Niveau 1, ça veut dire que, en fait, pour vous expliquer, du niveau 1 au niveau 5, vous êtes une personne qui, on pourrait même pas dire qui est dans la norme, mais qui, en fait, est à un niveau de mortalité euh, basique. Je prends souvent cet exemple-là quand je parle de trucs de super-héros. Imaginez que vous avez un méchant qui envoie des lasers. Si c'est un civil normal, bon, vous allez le voir se faire transpercer, c'est un gars qui meurt dans le décor. Du niveau 1 au niveau 5, vous êtes ce gars-là. Au niveau 6, là, on commence à être soit des jeunes super-héros, soit des gens qui commencent à atteindre ce niveau. Et au niveau 10, vous êtes un super-héros, on va dire, engagé ou confirmé. Héros ou vilain, on s'entend. Ou une créature. Donc, commencez par les pouvoirs si vous êtes un héros et commencez par les compétences si vous considérez que votre personnage est une personne normale et sans aucun artifice du genre une super armée ou un truc comme ça. Commencez par les compétences pour les gens normaux et le reste, vous commencez avec les pouvoirs. Donc, conseil numéro 3, prenez en compte le niveau de pouvoir sur la même base de la graduation des caractéristiques. Alors, je vais vous expliquer ça rapidement et probablement que je vais faire un insert, mais en gros, vous avez les caractéristiques qui sont affichées. Et les caractéristiques vont de -5 à 20. Et en fait, ça indique un modificateur de base. Donc là, quand on parle des caractéristiques, 0, ça ne veut pas dire que vous êtes nul. 0, ça veut dire que vous avez les performances d'une personne adulte normalement constituée. Être dans le négatif, c'est soit vous êtes malade, soit vous êtes fragile, soit vous êtes jeune. Et quand vous progressez, ben, du niveau, par exemple, de 0 à 5, vous êtes une personne qui est plutôt pas mal dans ses performances. Au niveau 6, vous êtes au niveau olympique mondial sur certaines valeurs. Et au-dessus, vous êtes limite le pic, l'apex de ce qu'est une espèce humaine, par exemple. Et aussi, au-delà de 7, eh ben là, vous êtes littéralement un super-héros. Dites-vous que quand vous allez choisir le niveau pour pouvoir commencer la campagne, basez-vous sur cette notion. Parce que le principe est le même. Niveau 20, le personnage est au niveau cosmique. Niveau 10, ça veut dire que le personnage est un super-héros modéré. Donc voilà. Si vous voulez vraiment faire un truc du genre les personnages de la Justice League, on est plutôt sur c'est les personnes les plus fortes, les super-héros les plus forts du monde. Donc on commence au niveau 13. Commencer au niveau 1 dans une campagne de Mutant and Mastermind, c'est quelque chose qui est en fait sur la base de l'événement. Voilà. Ce qui fait que en fait quand vous avez quelqu'un qui est au niveau 1, peut-être même un SBI qui est au niveau 1, il ne faut pas le sous-estimer pour autant parce que les 15 points qu'il aura investis va indiquer très très rapidement comment et pourquoi vous l'avez créé comme ça. Voilà. Je pense que je ne vais pas m'étendre plus là-dessus. Donc, les sections de création de personnages, donc ça c'est le conseil numéro 4, les sections de création de personnages sont tout autant des axes de réflexion. Ce que ça veut dire, c'est que votre façon d'aborder la création de votre personnage peut se faire par section. Moi, j'ai dit, il ne faut pas commencer par les caractéristiques. Mais en vrai, vous pouvez. C'est juste qu'à chaque fois, ça va approfondir le personnage d'une certaine façon et ça va surtout l'orienter. Donc, si vous décidez de vous attarder sur une grosse section pour pouvoir construire votre personnage, vous avez totalement le droit. Si vous voulez jouer un personnage qui est très centré sur la défense, vous allez prendre les caractéristiques de défense et vous allez vous focaliser là-dessus. Ça voudrait dire que votre personnage, en fait, a une certaine résilience vis-à-vis de pas mal d'éléments que le monde va lui réserver. Si vous commencez par les caractéristiques, ça veut dire que le personnage va surtout se baser sur ses performances à lui pour pouvoir gérer. Par exemple, vous avez un personnage qui... vous voulez que c'est un mec du genre la A-Team, l'agence touriste pour les Français, vous avez envie de donner des patates de forain, ben mettre la caractéristique de combat à 5 et mettre la caractéristique de force, puisque les dégâts d'armes de contact et à sans armes est basé sur la force, ben vous allez augmenter ces caractéristiques-là
personne ne vous dira rien. Commencer avec les compétences, ça veut dire qu'en fait, vous avez décidé de prendre une direction qu'on pourrait même appeler Jack of all trades, où vous allez prendre de multiples compétences pour pouvoir aider. Encore une fois, les compétences sont tout aussi valables que les pouvoirs. Puis aussi, il y a les avantages. Les avantages, ça serait un petit peu... c'est une comparaison un peu bancale, mais c'est un petit peu comme les dons, sauf qu'il n'y a pas de prérequis. Il y a des fois où il y a des rangs, il y a des fois où il n'y a pas de rang, et tout en sachant qu'un rang d'avantage, bah, c'est un point, ben, ça fait que votre personnage basé sur les avantages est quelqu'un qui finalement, bah, comme c'est dit, aura un avantage sur le monde, mais d'une façon assez abstraite. Par exemple, vous pouvez faire en sorte que votre personnage il a toujours des sbires, ou bien qu'il a plus d'initiative que n'importe qui, parce qu'il a un temps de réactivité assez rapide. Ce qui fait que, en fait, ce que je disais sur le fait de quelqu'un qui n'a pas, quelqu'un qui n'a pas de pouvoir et qui a les compétences, ben c'est un être humain normal, mais en fait, les avantages peuvent te donner l'impression que la personne, en fait, a des pouvoirs, alors qu'en fait, pas du tout. Il y a même un principe où, en fait, vous prenez un bouquet d'avantages, et puis ensuite, vous pouvez, en fait, faire des déductions de points si vous en avez envie pour vos joueurs. Les arts martiaux fonctionnent comme ça. Je crois que la section arts martiaux, elle est plutôt... Je crois qu'elle est largement évoquée dans la partie de la section du joueur, mais aussi dans le livre du maître de jeu, si je ne me trompe pas. Et aussi les pouvoirs, ben les pouvoirs sont divisés en basiquement trois catégories. En gros, les capacités qu'on appelle renforcées, c'est-à-dire c'est l'équivalent d'autres sections, mais qui en fait consolident, cristallisent certaines caractéristiques de façon à ce que si vous subissez des afflictions, elles ne viennent pas perturber le truc. Les pouvoirs, il y en a des tas. Et de l'autre côté, tout ce qui est en fait inerte, donc on est sur l'équipement, les battlesuits, les véhicules, ce genre de choses-là. Chaque façon de faire, chaque façon de commencer et le temps que vous y consacrez va raconter quelque chose. Voilà. Ensuite, en général, je dirais, éloignez-vous de temps en temps des humanoïdes. Ça, c'est mon 5e conseil en général. Parce que les humanoïdes, c'est bien joli, c'est facile à faire, c'est facile à appréhender. Mais vous voyez, quand on sort du cadre humanoïde, on va commencer à pouvoir avoir certaines excentricités qu'on voudrait faire en matière de danger. Vous voulez faire un dragon, vous voulez faire une créature que vous rencontrez dans la jungle. Il n'y a pas un bestiaire, le bestiaire n'a pas la même gueule que dans les open game licences. Ce qui veut dire qu'en fait, vous êtes obligé de regarder des possibilités et aussi comment ajuster. Et heureusement, il y a énormément de guides. C'est juste que ça va vous prendre du temps. Moi, je suis au point où je peux faire un personnage de niveau 10. Avant, je prenais 40 minutes solides. Maintenant, je peux le faire en 20. Et tout ça, c'est un exercice qui va être très très important. Et surtout, quand vous sortez du cadre des humanoïdes, peu importe leur taille, et que vous commencez à créer des monstres, ben vous pouvez en fait vous permettre de vous essayer à plusieurs choses. Ce qui fait aussi que ça renforce mon idée que Mutant Masterminds, oui, c'est un jeu de rôle sur les super-héros, mais en vrai, c'est un jeu qui s'applique à tous les univers. C'est juste que les idées de setting vont être concentrées que sur le super-héroïsme. Et maintenant, on va passer aux 5 conseils concernant les sbires. Sûrement les points les plus importants pour ceux qui veulent créer des sbires et qui ne savent pas trop comment faire, surtout qu'il n'y a pas des masses de sbires, ce qui est fort dommage. Donc numéro 6, pensez des sbires en matière de niveau de la même façon que les personnages. Oui, parce qu'en fait, s'il y a un truc avec le sbire, c'est que le mot, il n'est pas très reluisant. D'autant plus que, pour vous expliquer, pour qu'un personnage soit inconscient, il faut qu'il ait cumulé 4 degrés d'échec sur un jet de dureté. Enfin, sur un cumul de jets de dureté. Ce qui fait que votre personnage, il est assez consistant, et s'il a, il a la caractéristique de dureté qui est élevée, ça voudrait dire qu'il est tanky, il est résistant. Sauf que les sbires, ils n'ont qu'un degré d'échec. Ce qui veut dire que vous devez prendre en compte le niveau de votre créature au même titre que la façon dont vous créez un personnage. C'est juste qu'il a 1 degré d'échec et pas 4. Mais sinon, il faut le penser pareil.
Ce qui veut dire que vous devez pas en principe, vous devez pas prendre en principe le fait que votre créature s'appelle un sbire pour pouvoir en fait le diminuer. C'est une erreur à faire. D'ailleurs, conseil numéro 7, prenez en compte le système de vie des sbires dans les fonctions que vous leur donnez. Si on prend par exemple le fait que vous ayez un rhinocéros qui vient charger, vous pouvez décider que ce soit une péripétie et que le rhinocéros en fait soit un sbire. Et ce qui est intéressant, c'est qu'un sbire, en fait, vous décrétez que c'est un sbire. Ça veut dire que vous pouvez prendre un rhino, et puis en fait, le rhino, il est bien important dans le scénario. Et le rhino, en fait, vous dites que c'est pas un sbire, bah c'est simple. Vous gardez les mêmes caracs, le sbire, alors, il ne sera pas un sbire, donc il a 4 degrés d'échec à accumuler pour être inconscient. Si vous dites que c'est un sbire, c'est 1 degré d'échec et ça va. D'où le fait que je dis qu'il faut penser les sbires de la même manière que vous créez n'importe quelle créature, n'importe quel personnage. Mais en même temps, un sbire, n'hésitez pas non plus à regarder en fait les performances de la créature que vous voulez présenter avant même de regarder quelle est sa place dans un scénario. J'ai pris l'exemple du rhinocéros, c'est pas pour rien parce que le rhinocéros, c'est une créature qui est très robuste, très puissante, et que même un super-héros devrait apprendre à faire très très attention à ce genre de créature, étant donné sa lourdeur, sa puissance, notamment si vous décidez d'utiliser la règle de modificateur de poids ou de taille. Un rhino vous charge, vous n'êtes pas bien. Je peux clairement vous dire que le système de taille, de modificateur de taille et de poids, est vraiment très très bien ajusté. Voilà. Donc, n'hésitez pas à regarder et de prendre en compte le système de vie en compte quand vous allez devoir échafauder votre sbire. Conseil numéro 8, les niveaux de pouvoir des sbires doivent être en dessous, de préférence, de 3 niveaux par rapport à leur boss. Il y a des sbires qui sont affiliés et des sbires qui sont standalone. C'est-à-dire que par exemple, ces sbires-là, ils font partie de telle organisation et en fait, il y a peut-être des lieutenants au-dessus d'eux ou un grand chef ou peut-être qu'il y a une hiérarchie. En fait, il y a un grand méchant et que des sbires en dessous. La hiérarchisation va être très très importante. Donc, par exemple, essayez de visualiser vos sbires avec des performances en matière de niveau de pouvoir, 3 niveaux en dessous du méchant principal. Si jamais le personnage c'est un lieutenant, ben ça sera à 2 niveaux. Si c'est vraiment le cercle rapproché, ben c'est une différence de 1 niveau par rapport au boss. Les affiliations sont très très importantes parce que si ils sont, comment dire ça, si ils sont au niveau des, par rapport aux vilains ou aux héros, parce que les sbires, ça va dans tous les sens, ben vous allez devoir mettre une hiérarchisation qui sera présente à la fois dans les caractéristiques, mais aussi en quoi il est capable très exactement. Vous n'allez pas dire qu'en fait les sbires sont plus forts que le héros. C'est possible, surtout si par exemple vous avez un personnage qui est très mastermind, qui n'est pas très puissant, mais il aura un autre, le héros ou le vilain aura un autre avantage ailleurs, et les sbires, on pourrait même compter les sidekicks dedans, vont avoir en fait une différence que vous devriez marquer par rapport au niveau, parce que c'est le moyen le plus facile de régler ça. Faut pas oublier qu'un niveau est égal à 15 points de pouvoir dépensés. Mais par contre, petite mention spéciale, quand vous êtes genre au niveau 13, voire même au niveau 16, je pense que la différence de niveau peut se faire beaucoup plus grande. Donc à ce moment-là, baissez-le de 6, en fait, faites une différence de 6 niveaux, voire même de 9 niveaux, si vraiment ce sont des sbires des petits sbires dans une petite organisation tentaculaire. Voilà. Ensuite, numéro 9, ne sous-estimez pas les sbires standalone. Bah, c'est pour ça que je dis qu'il faut réfléchir au système de vie et aussi qu'il faut penser en matière de niveau de la même façon que les personnages. C'est que les sbires standalone, c'est quelque chose qui ne vient pas comme premier réflexe face aux joueurs de Mutant and Masterminds. Quand quelqu'un a envie de faire un truc épisodique, ce qui est possible, hein,
quand vous faites du jeu de rôle épisodique avec Mutant Masterminds, ben vous avez un méchant, vous avez les sbires, et ensuite le reste des autres éléments, peut-être que vous n'avez pas défini de caractéristiques ou ce genre de choses-là. Pourtant, il peut exister des sbires standalone. Des sbires standalone, ce seraient des PNJ qui seraient moins importants dans l'histoire que les méchants que vous allez affronter ou le héros que vous allez incarner. Donc par exemple, prenons un policier qui vient empêcher un braquage de banque et qui était déjà sur place, ben c'est un sbire. Et il ne faut pas oublier non plus qu'il y a des règles comme par exemple, les sbires ne font que des succès critiques que sur les autres sbires. Voilà. Il y a aussi d'autres notions comme par exemple, ça c'est un truc que j'ai vu récemment dans une partie que j'ai faite, le sbire peut avoir par exemple une magie d'invocation pour évoquer une autre créature. La créature qu'il invoque n'est pas un sbire, parce que la magie d'invocation fait que la création du personnage en fait une créature majeure. Comment dire ça, les invocations sont en quelque part le siège des possibilités et du pouvoir de son invocateur. Un invocateur peut être faible et donc être un sbire ou même un héros, mais par contre son invocation, elle, n'est pas un sbire. Donc il faut vraiment prendre en compte ça dans la réflexion, et surtout quand vous faites des sbires standalone, ben ça serait peut-être des choses qui vont des créatures qui vont vous permettre en fait de rentrer profondément dans des sous-intrigues ou encore de venir remplir le bestiaire. Le format épisodique est un format qui est très très utilisé dans Mutant Masterminds parce que dans Mutant Masterminds et surtout dans l'ère à laquelle on est, les gens n'ont pas envie de passer énormément de temps dans une partie de jeu de rôle. Donc commencer à penser les sbires qui sont en standalone est un truc qu'il ne faut surtout pas sous-estimer. Il y a bien des gens qui veulent par exemple qu'une session de 6 heures soit un morceau d'un arc narratif que peut-être vous ferez en 3 actes, donc un par session, et puis du coup, voir d'autres créatures, d'autres personnages apparaître, pourront être un événement ou encore la porte donnée sur autre chose. Et les interactions le sont tout autant. Voilà. Ensuite, le numéro 10, c'est les gentils ont aussi des sbires. Ça, je pense que c'est très très facilement oublié parce que on est dans quelque chose de très manichéen pour la plupart du temps. Et quand tu regardes, même si tu fais des anti-héros, des vilains, en fait, on pense toujours que l'opposition est celui qui va en fait avoir la force du nombre. Voilà, le vilain il est vil, c'est comme dans tous les jeux de rôle ou tous les RPG dans les jeux vidéo, le méchant il est toujours vil. C'est le méchant qui a plus d'ennemis, c'est le méchant qui a plus de contrôle, c'est le méchant qui domine le monde, c'est le méchant qui a en fait des pouvoirs, qui peut empoisonner, tandis que des fois le héros n'a pas de capacité d'empoisonner. Donc n'oubliez pas que les sbires, c'est à destination de tout le monde. Il y a des avantages qui vous donnent des sidekicks, il y a des avantages qui vous donnent des familiers, il y a des pouvoirs qui vous permettent de convoquer des créatures à part entière, mais il y a aussi évidemment d'autres pouvoirs où en fait votre invocation s'est restreint aux gens qui sont dans la zone en passant un coup de fil. Il y a plein de façons de faire. Bien, putain c'était plus long que je pensais, donc du coup on va passer à la dernière partie. Le 11e conseil, c'est finalement, c'est quoi les livres indispensables pour travailler les personnages et les sbires? Alors, moi, j'avais donné ma série de livres dans Mutant Masterminds qui, pour moi, était très, très important. C'était le livre de base, le livre du maître de jeu, le livre Power Profile, Hero Eye pour les jeunes super-héros, et pour finir, je crois que j'avais parlé aussi du livre des gadgets. Si vous voulez faire des personnages, le livre de base, évidemment, c'est une évidence. Le livre du maître de jeu va vous montrer comment créer des créatures et des sbires. Donc c'est parfait pour commencer. C'est vrai que les pouvoirs sont assez génériques dans le livre de base. Et donc en fait, les pouvoirs qui sont spécialisés par catégorie ou par domaine spécifique, il n'y en a pas des masses. Par exemple, le pouvoir du feu, le pouvoir de l'eau, du magnétisme,
le pouvoir des rêves, ce genre de choses-là. Donc du coup, livre du maître de jeu, livre de base, Power Profile, le livre des gadgets. Si vous voulez affronter des méchants qui tirent des lasers, finalement le sbire de base comme on voit dans pas mal de trucs de super-héros, Gadget Guide est vraiment un énorme avantage pour ça. Alors évidemment, si vous avez beaucoup un sens de l'anticipation, la section Gadget and Gear du livre de base vous suffira amplement. Mais faut pas mentir, le livre Gadget Guide, il repousse les limites de ce qui est possible. Vous avez des objets d'espionnage, vous savez créer des QG, vous savez utiliser des super ordinateurs, les super ordinateurs qui font flash, qui peuvent avoir vraiment certaines utilités. Les différents niveaux de technologie, ça peut aider grandement. Mais par contre, un dernier livre que je rajouterai dans la liste, c'est si vous êtes plutôt dans le délire aussi un petit peu Avengers, ou après vous allez partir dans l'espace, évidemment le livre Cosmic Handbook est un must-have, puisque ça va vous permettre en fait d'avoir des réflexions sur quels seraient les intérêts de la vie alien dans vos formats de jeu, pour pouvoir savoir quelles sont les capacités à utiliser. Puisque en fait, il y a une espèce de grande boucle de livres qui ne renvoient pas systématiquement vers les autres, mais les autres qui sont arrivés et qui sont très spécialisés va vous renvoyer sur les livres les plus élémentaires. Voilà, c'est ça mes 11 conseils pour pouvoir créer des personnages. Donc sans doute que ceux qui ne jouent pas à Mutant and Masterminds, mais ça ne les aura pas intéressés, surtout au vu de la durée. Mais je pense que, bon, d'habitude j'ai dit que je ferais en sorte que les vidéos durent 20 minutes, mais là un bon 30 minutes pour expliquer le tout, en plus sans faire de gros dérapages, je pense que c'est plutôt pas mal. De toutes les façons, il n'est pas exclu que bientôt le livre, puisque je crois que ça a été un succès sur Game of Tabletop, le jeu il va bientôt sortir en français. Je ne sais pas si ça a été repoussé, mais il a été question de fin 2021, début 2022. Il faudrait que je me mette au courant de ça. Donc, quitte à pouvoir donner des conseils là-dessus, je vous laisse sur ces quelques conseils. Voilà, si vous avez d'autres questions sur Mutant Masterminds, ben je serais ravi de vous aider. Et la seule chose que j'ai à dire par rapport à tout ce que j'ai dit là en matière de conseils, c'est que de toutes les façons, les livres que vous allez lire vont à la fois vous donner des pistes, mais vont aussi vous pouvoir embrasser certaines des interprétations que vous avez envie de faire. L'exemple avec justement le fait que les invocations, on peut faire un trade-off avec une invocation complète qui devienne en fait plusieurs petits sbires, c'est une bonne solution. Je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Salut à tous.